Doit-on s'attendre à une nouvelle dynamique dans les relations entre Québec et Ottawa? Toujours est-il que le premier ministre François Legault a choisi un fervent nationaliste, Jean-François Roberge, pour succéder à Sonia Lebel au poste de ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Le gouvernement de la CAQ a donc présenté la semaine dernière son tout nouveau cabinet qui compte 16 hommes, 14 femmes, dont une ministre d'origine autochtone. C'est une première dans l'histoire du Québec. Alors, j'analyse ce nouveau cabinet avec qui est chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, de même que animateur à Cube Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Esther. Des analystes ont parlé d'un nouveau cabinet sous le signe de la continuité, mais qui comporte quand même des changements importants. Comment s'est reçu d'abord au Québec ce nouveau cabinet du gouvernement Legault? On est impressionné par la continuité. Jamais on se serait attendu à ce qu'il y ait autant de ministres qui gardent leur poste ou des morceaux de portefeuille qu'ils avaient déjà. Bon, il y a des nouveautés, vous l'avez dit. Il y a la première femme ministre autochtone. C'est une grande nouveauté, évidemment. Il y a des recrues qui accèdent au Conseil des ministres, 9 en tout. Et il y a une seule recrue de 2018 qui finalement est promue, c'est Christopher Skeet, qui s'en va déléguer à l'économie. Donc, beaucoup de continuité, un peu de nouveauté et beaucoup probablement de déçus dans les rangs de la Coalition Avenir Québec qui compte quand même 90 députés. Ouais. Donc, oui. Ça va être un enjeu pour M. Legault déjà. Oui, parce que M. Legault, il faut le dire, avait l'embarras du choix dans la formation de son cabinet. M. Legault qui a aussi créé un super ministère de l'économie et il a nommé pour ce poste son ami, il faut le dire, et homme d'affaires Pierre Fitzgibbon, qui en plus d'être donc ministre de l'économie, devient aussi ministre de l'énergie. Quels seront les principaux défis du super ministre Fitzgibbon? Bien, il voulait ce morceau-là du ministère de l'Énergie et des Ressources anciennement pour développer le Québec. Donc, pour se servir des surplus en électricité, on avait jadis énormément de surplus en électricité au Québec pour attirer des entreprises grâce à des coûts très bas de l'électricité. Évidemment, c'est pas nouveau, là. Robert Bourassa déjà a fait ça avec l'aluminerie. Il rêvait d'une vallée de l'aluminerie au Québec. Il y a quand même plusieurs projets qui se sont matérialisés, dont l'aluminerie Alouette. Et là, M. Fitzgibbon, lui, veut faire ça, mais en plus utiliser ce levier-là pour faire de la transition énergétique. Or, déjà dans les semaines qui ont précédé le remaniement, ben, il y a eu des échos là, chez Hydro-Québec où la PDG, Sophie Brochu, a carrément dit qu'elle ne voulait pas que Hydro-Québec devienne le Dolorama de l'énergie. Donc, elle craignait qu'on brade toute ambition environnementale pour plutôt faire uniquement de l'ambition énergétique. Ouais, et ça c'est incroyable que ce à quoi ça a mené, c'est que le premier ministre a dit, ben, pour rassurer Mme Brochu, Sophie Brochu, qui l'aime beaucoup, c'est lui qui l'a nommé à la tête d'Hydro-Québec, on a quand même créé, moi, en tout cas, j'avais eu une sorte de primeur là, la veille, on savait qu'il y avait un comité qui avait été créé. On disait comité interministériel parce qu'il y a plusieurs autres ministres sur ce comité-là. Mais surprise, il y aura le premier ministre et Sophie Brochu aussi, qui n'est pas ministre, qui est une présidente de société d'État. Donc, c'est fascinant, c'est une nouveauté. Et là, je me pose la question depuis ce temps-là, puis j'essaie d'avoir plus d'informations. Qui va être limité dans ses ambitions ici? Est-ce que c'est Mme Brochu ou M. Fitzgibbon? Oui, parce que qui va être menotté? Voilà. M. Fitzgibbon qui s'est dit hier prêt à travailler avec Mme Brochu. On va voir ce que ça donne finalement. Je veux qu'on revienne, Antoine, sur Jean-François Roberge, qui hérite, lui, de plusieurs dossiers aussi, responsable de la laïcité, de la langue, des institutions démocratiques et des relations canadiennes, de la francophonie canadienne. En fait, ça en fait, lui, un peu un super ministre de l'identité québécoise. On dit que M. Roberge est un fervent nationaliste. Quel message le gouvernement Legault a voulu envoyer au gouvernement Trudeau, vous pensez? Ben, qu'il est sérieux dans ses demandes, hein, notamment en matière de langue.
parce que Jean-François Roberge, c'est vrai, dans le passé, mais ça n'a pas paru, je dirais, quand il était ministre de l'Éducation, qu'il était fervent nationaliste. Hein. Il a aboli les commissions scolaires, par exemple, ce qui était une énorme tâche. On l'oublie souvent parce que ça s'est passé juste avant la pandémie. Puis ça aurait eu, moi, je pense, énormément d'écho, ça, mais finalement, la pandémie a plutôt braqué les projecteurs sur les problèmes, par exemple, de ventilation dans les classes, et il s'est fait traiter de ventilo-sceptique. Ça a été très difficile, ce dossier-là, pour M. Roberge. Comme toute la pandémie, il a semblé souvent dépassé par les événements. Mais là, donc son nationalisme n'a pas tellement paru. Mais c'est sûr que c'est un ancien employé de comté de Louise Baudouin, donc du Parti québécois à l'époque, dans Chambly. Et là, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va dire? On sait que sur la langue, il était favorable, lui, à l'application de la loi 101 au niveau collégial. Il l'a jamais dit ouvertement, mais on le sait par plusieurs sources que lors de débats au sein du caucus, c'est ce qu'il croyait. Donc, peut-être qu'il va revenir avec ça. Il a dit, pour la loi 96, il faut l'appliquer, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va mener ce combat-là, ce qui serait un combat assez difficile à mener à la CAQ? Oui, c'est ça. On va voir ce que ça donne. Il nous reste quelques secondes, Antoine. Je veux quand même vous entendre sur les autres dossiers importants pour le Québec à Ottawa. On sait, entre autres, qu'il y a l'augmentation des paiements de transfert en santé qui continue d'être une demande répétée du Québec. Quels vont être les dossiers que le gouvernement Legault va vouloir faire avancer à Ottawa pendant son deuxième mandat? C'est certain qu'ils vont revenir avec les transferts. Ils vont sans doute revenir avec la nomination des juges, éventuellement aussi la nomination du lieutenant-gouverneur. Il y a des sources qui disent que le Québec serait prêt à imposer comme un lieutenant-gouverneur au fédéral, parce que c'est le fédéral qui nomme, mais si, mettons, il y a un vote aux 2/3 de l'Assemblée nationale là-dessus, le fédéral serait mal placé de ne pas nommer cette personne-là, quoique c'est déjà arrivé dans le passé en Alberta. Il y a eu des élections, puis le fédéral a nommé, par exemple, au Sénat qui il voulait. Mais c'est sûr que le gouvernement Legault va essayer de faire des gestes ou de poser des gestes sur le plan du nationalisme, mais jusqu'où va-t-il aller? C'est ça la question. Jusqu'où est-il prêt à aller? Et est-ce que Jean-François Roberge va être quelqu'un qui, comme Simon-Jolin Barrette, va oser, parce que Simon-Jolin Barrette a osé, notamment modifier une partie de la Constitution pour reconnaître le Québec comme nation? Est-ce qu'il va être de ce type-là de nationalisme? C'est à voir et c'est à suivre. Donc, ça met la table sur les relations Québec-Ottawa dans ce deuxième mandat du gouvernement Legault. Antoine Robitaille, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, animateur à Cube Radio également. Merci beaucoup. On aura certainement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Merci, au revoir.